Zul Filawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce 100e numéro, on va faire une plongée dans l'histoire. Et donc, j'ai comme invité Monsieur Claude Georges Picard, qui a écrit un livre sur l'histoire d'Algérie, sur la guerre d'Algérie, donc sur cette guerre en Kabylie, puisqu'il a été appelé et puisqu'il a été aussi instituteur, comme il a été aussi, on va dire, infirmier. Et je reçois avec lui l'un de ses élèves, donc sur les hauteurs de l'Akfadou, dans le village d'Imardassan, Ashouran El-Majid. Alors, Monsieur Claude Georges Picard, bienvenue à Berbère Télévision. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. Je vous en prie. Alors, Majid Ashouran aussi, bienvenue. Marhaba ici. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, on va commencer donc par parler de ce livre qui est sorti aux éditions du Net, donc intitulé « Un python séparé du reste du monde ». Donc, on va dire, c'est votre histoire, Monsieur Claude Georges Picard? Oui, c'est tout à fait. Mais avant de commencer, Bien je sûr. voudrais saluer tous les gens d'Imardassan, Oui. avec qui j'ai passé toute l'année 61 et qui sont toujours très chers à mon cœur. Donc ce livre, oui, Un python séparé du reste du monde, c'est le journal que j'ai tenu pendant toute l'année 1961, alors que j'étais chasseur alpin, Oui. dans le poste qui surplombait le village d'Imardassan, à la côte 1139, voilà, en bordure de la forêt de l'Akfadou, qui était une zone très rebelle. Voilà. Donc le poste était chargé de surveiller le village, de participer à des opérations. Et j'ai eu l'opportunité à une époque de créer une école dans le village d'Imardassan et un dispensaire, à condition de respecter les conditions de l'armée qui ne voulait pas m'aider. C'est-à-dire j'avais la permission de faire cette école à condition que je me débrouille tout seul. Ce qui ne m'empêchait pas la journée de participer aux opérations militaires et la nuit aux embuscades, aux poses de mines et tout ce qui faisait le quotidien du soldat, du chasseur alpin. Et dans votre livre, en fait, vous racontez tout votre parcours, hein, depuis votre arrivée en Algérie, hein, et vous arrivez au mois de janvier, hein, il faisait déjà froid, n'est-ce pas? Il faisait déjà très très froid, oui, au mois de janvier, oui, puisque... Au mois de janvier 1961. Hein. Oui, il y avait déjà de la neige, oui. Et comment est-ce que vous vous êtes dit au fond de vous-même, hein, j'arrive dans un pays que je ne connais pas? C'est une guerre et vous, dans votre livre, vous dites « je ne veux juger personne hein. ». La guerre, ce n'est jamais bon. Oui, alors c'est vrai que dans un cas comme ça, on se demande qu'est-ce que je fais là hein. Effectivement, qu'est-ce que je faisais là? Donc, j'étais là pour faire la guerre et donc j'avais décidé de ne pas désobéir. Donc une fois que j'avais mis le pied sur le bateau, il fallait que je sois cohérent avec moi-même et de faire ce qu'on me disait dans une certaine limite. Oui, vous faites bien de dire dans une certaine limite parce que vous êtes resté humain. Vous avez créé une école, un dispensaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cela? C'est-à-dire que le village d'Imardassan n'avait ni école, ni dispensaire, du fait qu'il n'était pas rallié. C'est-à-dire Oui. qu'il avait choisi de ne pas se rallier à la France, donc il était privé de tout. Et il s'est trouvé que le chef de section a eu cette idée de créer cette école sur ma proposition, et donc il a demandé à sa hiérarchie militaire, au chef de bataillon, qui a dit oui. Et donc
on a fait... Le projet a abouti, Voilà, et donc il y a eu beaucoup d'élèves qui ont assisté à vos cours et qui sont aujourd'hui reconnaissants. Majid Ashouran, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de cette école, de cette époque-là? Ben, à l'époque, on était très jeunes, bien sûr. Bien sûr. Mais ça nous faisait plaisir d'avoir cette école parce que on a appris des choses avec M. Picard. Bien sûr, Monsieur Picard, il garde toutes les archives de cette époque-là. Il m'a montré tout à l'heure même le positionnement des élèves dans cette école, qui était à l'intérieur de la mosquée, c'est ça, Monsieur Claude-Georges Picard? Oui, c'était ça. C'était la mosquée qui servait d'école. Et vous écrivez dans votre livre, un jour, il y avait de la neige, mais tous les élèves sont venus à l'école. Donc les élèves étaient assoiffés de savoir. Ah oui, tout à fait assoiffés de savoir. Et je pense que, bon, ils ont appris à une vitesse qui faisait vraiment l'admiration de tous les généraux, soit le général Jouot, Zeller, enfin tous les généraux qui venaient en inspection dans ce poste, parce que c'était un poste qui était tout à fait particulier. D'abord, c'était le poste le plus haut de la Kabylie, premièrement. Deuxièmement, il était adossé à un village qu'on considérait comme un village rebelle. Oui. Et puis, dans sa grandeur d'âme, l'armée avait autorisé la création d'une école. D'une école et plus tard d'un dispensaire, vous racontez aussi dans le livre. Dispensaire. Oui. Et toujours à condition que je me débrouille tout seul. Donc l'école, les meubles de l'école ont été fabriqués par le violoniste dont je parle dans le livre, avec du matériel de récupération qui avait été pris dans des maisons qui avaient été bombardées dans les villages à côté. Et l'école a démarré comme ça, grâce à avec cahiers, les moyens du bord. Des cahiers, des livres que certaines écoles que j'avais fréquentées en France m'ont envoyés. Et les femmes du village ont fait la quête pour qu'on aille à Bougie acheter ce qui nous manquait. Voilà. Et vous êtes allé vous-même ou bien vous avez envoyé des gens? Non, on est allé à Bougie, je me souviens, et on a ramené du matériel avec l'argent. L'argent de cette collecte faite par les femmes d'Imrdassen. Exactement. C'est magnifique. Majid, est-ce que tu es au courant de cette opération ou bien non? Non, à l'époque j'étais jeune quand même. Tu étais jeune. Nous, on a connu la guerre, bien sûr. Quand on voit des soldats, on tremble de peur. Ben oui, vous aviez peur, bien sûr. Voilà, c'était la guerre, oui, il ne faut pas l'oublier. Mais par contre, quand on voit M. Picard, on est heureux de le voir, donc on sait qu'il... Vous êtes rassuré. Quand vous voyez M. Picard, vous êtes rassuré. On est rassuré, c'est comme exactement un citoyen du village. Et le village l'a accueilli de fort belle manière, je crois, en 1975, n'est-ce pas, Monsieur Claude-Georges Picard? Oui. Vous êtes retourné à Imrdassen? Oui, quand je suis retourné, j'ai eu un accueil très chaleureux. Et vous avez aussi filmé. Vous avez d'abord filmé en 1961, mais je crois que ces images sont toujours au niveau de la télévision française, c'est ça? Je les avais confiées à l'émission Envoyé spécial de Paul Naon pour le 30e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie en 1992. Et ces films ne m'ont pas été renvoyés. Je suis en train d'essayer de les récupérer. Voilà, parce que c'est toute la mémoire d'Imrdassen. C'est toute la mémoire de toute cette guerre, probablement. Oui, c'est un coin chaud. Oui, je filmais ce qui se passait à l'école, dans le village, dans le poste militaire, pendant les opérations, bien sûr, très discrètement. Et donc, c'est des films qui sont quand même la mémoire. C'est vrai, c'est la mémoire de toute cette région. Et donc, plus loin, c'est une partie de la mémoire de la guerre d'Algérie, de cette période-là. On n'en a pas beaucoup d'images de cette période. Et puis, donc, votre livre qui sort aux éditions du Net, qu'on peut avoir sur le net aujourd'hui, je crois, qu'on peut commander. Vous avez essayé de le publier aux éditions du Parisien en 1962. Oui, alors c'est toute une histoire. Alors la genèse du livre est quand même assez intéressante, parce que quand je suis rentré
d'Algérie. J'avais donc beaucoup de feuillets. Hein. Je tenais mon journal quotidiennement, enfin, quand c'était possible. Donc je me suis retrouvé avec quelques cahiers que j'ai mis au propre. Oui. Et il s'est trouvé qu'à cette époque, le Parisien libéré, qui à l'époque s'appelait le Parisien libéré, qui est devenu le Parisien tout court, Oui. avait mis sur pied un concours qui s'appelait le Grand Prix Vérité. D'accord. Donc j'ai envoyé ce manuscrit au Grand Prix Vérité, qui me semblait tout à fait correspondre à Est-ce que ma vérité. oui, bien hein. sûr. Et ils me l'ont renvoyé avec une lettre là, que j'ai Vous publiez publiée la lettre dans le livre, là, effectivement, en annexe. qui Oui. me disait, tout en reconnaissant l'intérêt de ce récit, nos amis ont pensé que son ton véhément l'apparentait plus à un réquisitoire qu'au témoignage recherché par le Grand Prix Vérité. C'est signé par Claude Bélanger, qui est devenu un grand patron de presse. Et donc, ils m'ont renvoyé le manuscrit qui est reparti dans un tiroir. Quelques années après, l'historien Michel Vinocq, professeur à Sciences Po, recherchait des documents originaux pour Oui. son émission Le Passé singulier. Donc, je lui ai envoyé ce manuscrit, ça l'a beaucoup intéressé. Il a fait 5 émissions à France Inter, France Inter, oui. à 13h30. Et il a mis en scène, en quelque sorte, ce livre, qui est retombé après dans l'oubli. Il était directeur de collection au Seuil. Le Seuil n'a pas été intéressé. Donc c'était une époque où bon, c'était pas intéressant pour une maison d'édition. C'est dommage, quand même, c'est un livre plein de vérité, hein, et même les éditions du Seuil étaient assez proches quand même de ces choses-là à un moment donné. Hein. Les éditions du Seuil se voulaient un peu progressistes. Hein. Oui, mais les vérités ne sont pas toujours bonnes à dire. Il y a un moment pour les dire. Hein. Oui. Voilà, Oui. il y a Camus dit il y a un moment pour Vous témoigner. citez souvent Albert Voilà. Camus, oui. Il y a un dans le moment livre. pour vivre, un moment pour témoigner d'avoir vécu. Voilà. En tout cas, vous faites très bien de témoigner. Et donc, ce livre paraît avec une belle préface de Jean-Charles Geoffrey qui dit que votre témoignage est exceptionnel. Oui. Alors, le professeur Geoffrey a été très très intéressé quand il a trouvé ce témoignage, parce qu'il avait déjà recueilli beaucoup de témoignages. Donc c'est lui, en quelque sorte, hein, qui m'a poussé à le publier, et avec même, je dois dire, l'aide de ma fille, Oui, qui m'a aidé à mettre tout ça en forme. Hein. bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le livre, les faits n'ont pas été du tout touchés. Je me suis contenté de replacer le livre dans son contexte historique. C'est-à-dire, quand j'arrive depuis Bougie, dans la vallée de la Soumam, je fais allusion au congrès de la Soumam, qui est l'acte fondateur de la guerre d'Algérie. Hein, Tout à fait. Le pouvoir, est-ce qu'il sera au politique, est-ce qu'il sera au militaire? Bon, donc ça c'est décidé. Là, on avait décidé que le politique prendrait le dessus, mais ce ne fut pas le cas, hein, Oui. puisqu'Aban Ramdan va être assassiné et ce problème demeure dans l'Algérie indépendante d'aujourd'hui. N'est-ce pas? Mais bon, mais vous avez écrit ce livre, mais je crois que vous avez envoyé des textes de votre journal à vos parents par la poste, c'est ça? Par Oui. peur de la censure? Ben, c'est-à-dire que je ne l'envoyais pas à mes parents, je l'envoyais à mon père parce que je voulais Oui. épargner ma mère. Hein. D'accord. Et donc, je voulais l'informer. Hein. En plus, mon père étant médecin, c'est lui qui me conseillait. Hein. Vous le dites dans le livre voilà, aussi, hein, oui. qui me conseillait, puisque les gens, après avoir créé cette école, les gens me demandaient des conseils, venaient se faire soigner. Donc, voilà, c'était une façon de l'informer. Hein. Et puis, effectivement, bon, je ne disais pas toujours du bien de mes supérieurs, donc je préférais
que Bien ça sûr. soit, Bah oui. que ça soit pas Bah, sur moi. C'est Voilà. clair, c'est Hein? clair. Bah, Alors, bien sûr. En ce qui concerne mes parents, là, auxquels je rends hommage, ce que je veux dire, c'est que le titre Un python séparé du reste du monde est une phrase extraite d'une lettre de ma mère qui m'écrivait oui, quand je vois des amis, elles me disent oh, c'est pas grave, ton fils n'est pas en danger. Elle avait répondu mais c'est très angoissant d'avoir un fils sur un python séparé du reste du monde. Donc j'ai extrait cette phrase de son D'une courrier lettre de votre mère. et j'en ai fait le titre du livre. C'est Voilà. un bon choix. Le titre est réussi, à mon avis. Majid, vous êtes venu avec un groupe d'amis d'Imardassun. Vous avez déjeuné avec Monsieur Claude Georges Picard aujourd'hui même. C'est de belles retrouvailles, n'est-ce pas? C'est des grandes retrouvailles. Et qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que ça te rappelle, hein? Ben, pour moi, c'est comme quelqu'un de cher. Bien sûr. Voilà. Et dans le village, comment est-ce que quand on entend parler de Monsieur Claude Georges Picard, qu'est-ce que les villageois, enfin peut-être les plus âgés, ceux qui se souviennent, qu'est-ce qu'ils disent de lui? Ben, à chaque fois, on en parle de lui, hein, très souvent d'ailleurs, même avec les gars où j'ai été à l'école avec eux. Des fois, on en parle, est-ce que tu as été à l'école chez Picard, etc. Voilà. Mais ce sont les anciens qui parlent, n'est-ce pas? Parce que maintenant, Imardassun a une école et beaucoup d'autres générations anciens, sont allées à l'école. Mais à l'époque, c'était très rare, n'est-ce pas? Ouais, c'était très rare d'avoir une école en Algérie. Ben oui. Et toi, quand tu as commencé les cours avec Monsieur Claude Georges Picard, comment ça te semblait, les cours? Tu te souviens un petit peu? Je me souviens, bien sûr. Comment est-ce que tu faisais, par exemple, pour venir de chez toi jusqu'à l'école, à la mosquée? C'est pas loin, d'ailleurs. C'est pas loin. Il y a quoi? Il y a peut-être 300 mètres, 400 mètres. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et donc, quand même, c'était une ambiance, ça te rappelle un peu... Oui, quand avec tous les jeunes, là, quand on se voit, on oublie un peu la guerre, quelque part. Vous étiez fille et garçon à cette époque? Fille, garçon, oui. Alors, d'ailleurs, comme on a vu dans la photo, là, parce que les filles limitaient devant et les garçons derrière. Ah, c'était Monsieur Claude Georges Picard qui avait installé cette discipline, c'était vous? Exactement, oui, exactement. Les petites filles devant, les petits garçons derrière. Et pourtant, il y avait quand même des écarts d'âge. Comment vous faisiez pour j'avais fait trois groupes, là, les petits, les grands et les moyens. Donc, il y en a qui venaient l'après-midi. Ah d'accord, vous avez quand même un emploi du temps. Il y en avait 152. Hein. Ah quand même, oui. Et vous étiez nombreux, Majid. Oui. Hein? On était nombreux. Et parmi les gens qui ont fait l'école de Monsieur Claude Georges Picard, est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont réussi, qui ont des postes importants peut-être, qui ont continué leurs études? C'est-à-dire même les jeunes avec qui j'étais à l'école, bon, je ne les connais pas tous maintenant. Hein. Bien sûr. Il y en a qui sont décédés peut-être. La paix à leur âme, bien sûr. Hein. Voilà, il y en a qui sont partis à l'étranger ou ailleurs, hein, en Angleterre, au Canada. Eh bien, c'est très bien. Monsieur Claude Georges Picard, lorsque vous retournez à Imardassun en 1975, vous faites accompagner par un ancien de cette école, je crois. Tout à fait, un Yaouni Slimane qui connaissait un petit peu déjà le français et qui me servait en quelque sorte d'interprète. Hein. Donc à l'époque, après la fin de la guerre, il a été envoyé à Kiev, en Ukraine, et il est devenu, dans l'ancienne URSS. Il est devenu pilote de chasse. D'accord. Voilà. Ensuite, il est rentré en Algérie et il a été au service des eaux au Sahara. Et là, je l'ai eu dernièrement au téléphone. Maintenant, il est à la retraite et il a fondé une petite entreprise de forage. Eh ben, voilà. C'est magnifique. On peut dire que c'est grâce à vous. Hein. Sinon, l'école, c'était pas possible à ce moment-là pour lui et pour Majid et tous les autres. N'est-ce pas? Oui, ben, c'est sûr que j'ai appris à lire, à écrire, à compter un certain nombre d'enfants qui avaient des bases qu'ils n'auraient peut-être pas eues. Ah, ça, c'est sûr. Et donc, ce garçon vous servait d'interprète. Comment il faisait? Il venait juste d'apprendre lui-même la langue française.
Il était un esprit Ben, on un se peu débrouillait, précoce. puis les enfants avaient une telle soif d'apprendre qu'ils ont appris le français à une vitesse extraordinaire. Et ils aimaient ça. Pourtant, Ah, ce n'était oui. pas leur langue maternelle, hein. Oui, mais Mais ils avaient compris qu'ils auront besoin de cette langue, hein. tout à fait. Et puis c'est le savoir, bien sûr. Tout à fait. C'est des conditions exceptionnelles. Comment est-ce que vous les voyez aujourd'hui, Monsieur Claude-Georges Picard, avec tout ce qui s'est passé, cette soif d'apprendre en temps de guerre, c'est quand même exceptionnel. Oui, c'est tout à fait exceptionnel et même c'était très étonnant parce que, je veux dire, les enfants le matin, je les voyais, ils étaient au pied des barbelés puisque moi j'étais passé mes nuits dans un poste entouré de barbelés. Donc voilà, ils attendaient là. Les petites filles avaient des bouquets de fleurs quand il y avait des fleurs. Et donc, Elle vous ramenait des bouquets de fleurs. ah oui, des bouquets de fleurs. Les petits garçons me faisaient des petites statues en argile avec des petits personnages. Oui, oui, c'était une chaleur extraordinaire. D'évidence, ils vous aimaient beaucoup, bien sûr. Vous aussi, vous les aimez, Oui, bien oui, sûr. je pense que je leur ai bien rendu. Et pour faire le cours, on vous a obligé à porter des armes avec vous. Vous écrivez ça dans le livre. Oui, ben, c'est-à-dire que c'était une situation un petit peu délicate, hein. Bien sûr. Je pense que le chef de bataillon, il avait sa petite idée en pensant que le fait de créer une école, peut-être... Ça serait mal vu aussi par les résistants algériens, par Oui. les moudjahidines. Oui, c'est ça, et puis que peut-être que moi, je pourrais peut-être avoir quelques renseignements qui pourraient leur servir. Voilà. Bon, ça s'est pas produit. Et les moudjahidines m'ont laissé tranquille alors qu'ils auraient pu très très bien venir me chercher. J'étais tout seul. La Mais plupart certainement qu'ils avaient des informations, que vous-même vous aimiez les enfants et que les enfants vous aimaient aussi. Oui. Hein. Parce que géographiquement, vous n'étiez pas loin. Hein. Les moudjahidines étaient juste à côté. Et d'ailleurs, vous racontez dans votre livre, des fois, ils vous harcelaient le soir, et Oui. puis ils disparaissaient, vous écrivez comme par magie. Oui, comme par magie. Ben, oui, d'ailleurs, c'est le propre des guérillas, ça. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'affrontement. Et donc, la nuit, oui, ils venaient nous harceler. En somme, ils venaient nous réveiller. Voilà, nous réveiller, nous sortir de nos lits. Et dès qu'on était sortis, ils avaient déjà disparu. Voilà. Et puis vous racontez aussi, hein, il y a un autre poste dans le village juste à côté, Taurirt. Vous êtes parti plusieurs fois à Taurirt, mais il fallait faire attention durant le trajet, c'est ça? Oui, parce que oui, Taurirt, c'était où était le capitaine qui commandait la compagnie. Donc c'était là qu'on allait chercher notre ravitaillement avec des mulets. Donc il y avait une ligne téléphonique qui était régulièrement coupée. Donc oui, c'était une zone où il y avait beaucoup d'insécurité, hein, puisque c'était zone interdite. Donc il n'y avait aucune personne qui pouvait circuler dans cette zone, hein. C'était les soldats pouvaient tirer à vue, hein. Voilà, surtout toutes les personnes qui se trouvaient dans cette zone. D'accord. C'était un temps très différent de celui d'aujourd'hui, hein. C'était une guerre, hein, mine de rien, hein. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec Claude-Georges Picard qui a écrit Un Pitance séparé du reste du monde aux éditions du Net et aussi avec Majid Ashouran. Et donc, Monsieur Claude-Georges Picard, il y avait de la vie aussi à Emardessène puisque vous faites même un match de football avec l'équipe de Zioui et vous le racontez. Vous le racontez dans le livre. Oui, tout à fait, parce que le village de Zioui, qui était voisin d'Imardessène, lui, était un village rallié. Donc il avait une école et donc je m'étais entendu avec l'instituteur pour faire une rencontre entre les deux écoles. Donc ça a donné lieu à ce match qui était un petit peu particulier puisque le match était surveillé par les soldats du poste qui avaient mis
un fusil mitrailleur à chaque corner. Mais vos élèves étaient contents, je crois qu'ils ont gagné le match. Oui, oui, donc tout le village était ravi, là, c'était le derby, quoi, entre Zioui C'était le derby, hein. Et bien après l'indépendance, il y a eu d'autres derbys dans le football, hein, entre ces deux grands villages hein, de la commune aujourd'hui d'Akfadou. Et donc, Majid, est-ce que tu te souviens de ce match? Non, de ce match, tu ne te souviens pas. Mais par contre, je me rappelle très très bien qu'il nous amenait au stade. Il nous apprenait à jouer au foot, on faisait des équipes parmi nous-mêmes, 11 d'un côté, 11 de l'autre, et puis voilà. Et donc c'est lui qui a ramené un peu le foot à Imrdassen. Hein? Oui, oui. Eh bien bravo, monsieur Claude-Georges Picard, hein? Même le sport, vous l'avez quand même ramené à Imrdassen. Il faut croire, oui. Mais les filles ne jouaient pas au football alors? Elles n'ont pas fait de sport, elles. Les filles, non. Et Majid, vous disiez tout à l'heure, après vous allez arriver en France, et donc votre frère ne savait pas que vous saviez lire, et il était content. Oui, parce que lui, il est venu deux ans avant moi. Oui. Donc quand je suis arrivé en France, il était étonné que je savais lire. C'est lui-même qui me testait, lis-moi ce panneau là-bas, lis-moi ce petit mot-là. Et quand je sais compter, c'est grâce à M. Picard. Eh ben c'est magnifique, hein, vous le dites devant lui et à la télévision. Et donc, vous êtes resté en France tout le temps là? Tout le temps, j'y vais. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, vous avez fait votre vie en France, toujours en immigré, voilà. Voilà, j'ai toujours en immigré. J'ai trouvé mon père à l'époque, il avait 2 cafés et 2 hôtels. Et on a suivi la même branche. Et il raconte aussi, monsieur Claude-Georges Picard, dans son livre, l'immigration d'Imrdassen était à ce moment-là principalement à Puteaux. Rue Voltaire. Rue Voltaire en plus. C'était comme ça l'immigration kabyle. Hein. Oui, la plupart. Chaque village un peu se rassemblait dans un endroit. Et donc Imrdassen, c'était Puteaux à cette époque? Tandis que mon père, à l'époque, il a acheté à la Tour Pléel. Oui. Boulevard Anatole France. D'accord. Et boulevard Anatole France et boulevard Victor Hugo à Clichy. D'accord. Donc à ce moment-là, déjà, il avait des biens. Donc lui, il était venu il y a longtemps. Il est venu en 1947. 1947, c'est très loin. C'est juste après la guerre. Mais ceci dit, c'est pas le premier des Imrdassen qui vient en France. Oui, il y a beaucoup de gens de notre village qui sont venus à peu près dans ces dates-là. Oui, il y a même des gens qui sont venus bien avant cela, dès le début des années 1900. Oui, mon grand-père, il est venu à peu près les années 36. Ah ben voilà. Voyez-vous, monsieur Claude-Georges Picard, cette immigration kabyle est ancienne quand même en France. Oui, j'ai lu ça chez Benjamin Stora, je connais bien l'histoire des Berbères. Oui, les Kabyles ont été l'une des premières immigrations en France. Et c'est la première communauté, je crois. Oui, c'est la première communauté allochtone en France, la plus nombreuse. C'est extraordinaire. Et donc aujourd'hui, Ashur El-Majid, la communauté d'Imrdassen en France, elle est nombreuse maintenant. Elle est plus que nombreuse. C'est vrai? Et maintenant, il y en a à Lyon, il y en a à Paris, il y en a un peu partout dans le monde. Oui, mais en France, il y en a à Marseille peut-être? Marseille, peut-être très peu. Très peu, hein? Oui. C'est peut-être les gens de Zioui qui sont à Marseille, c'est ça, de notre commune? Oui, je ne sais pas exactement. Mais je sais que les gens de notre commune d'Akfadou, ils sont un peu partout. Mais le plus, c'est à Lyon. Oui, c'est à Paris. C'est à Lyon et à Paris. Et donc, aujourd'hui, à Paris, est-ce que les gens d'Imrdassen se retrouvent un petit peu, des fois? Bon, avant qu'ils amènent leur regroupement familial, leurs femmes, bon, on se voyait dans des cafés, on discutait, on jouait au domino, on passait le temps comme ça. Mais par la suite, les gens, ils ont ramené leurs femmes et puis avec leurs enfants, des regroupements familiales. Donc, chacun un peu... chacun, il a sa petite vie, c'est tout à fait normal aussi. Voilà. Hein. Mais je pense quand même que vous avez toujours... des relations, on se voit quand même de temps à autre. Même notre village, de temps en temps, on fait des assemblées chaque année pour se voir, etc. On a même créé une salle, on a mangé tous ensemble, on a fait une fête du village. Ben, c'est très bien que vous fassiez la fête du village. Et peut-être qu'il faudra aider un peu l'association qu'il y a au village. Je crois qu'il y a une association au village.
n'est-ce pas? Oui, on essaye de les aider Au mieux, Au mieux. bien sûr. Je reviens à Monsieur Claude-Georges Picard. Et donc, vous parlez de votre livre et vous parlez aussi des négociations qu'il y a entre, déjà, hein, le FLN et De Gaulle. Oui, ben, c'est-à-dire Vous, que vous le ça, saviez par la radio? Oui, alors on avait déjà des transistors à l'époque, donc on suivait un petit peu les négociations sur les transistors. Mais pour donner un petit peu plus de Oui. volume au livre, j'ai fait des recherches et j'ai replacé encore une fois le livre dans son contexte historique. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Donc bien sûr. je suivais ça à la radio et puis j'ai rajouté quelques petites choses sans toucher aux faits. Oui, c'est-à-dire vous vouliez être quand même assez précis et ne pas déformer un peu ce qui s'est passé réellement dans cette histoire, parce que vous étiez là sur le terrain, mais les négociations avaient déjà commencé, hein? Oui, puis le professeur Geoffrey m'a encouragé justement à donner un petit peu plus d'importance sur le plan historique à ce témoignage. C'est un témoignage très émouvant. Alors vous écrivez le samedi 29 juillet 1961 ceci: les négociations entre la France et le FLN sont à nouveau rompues. Je repense à Saint-Exupéry. Je découvre ici que l'écriture est pour moi une compagne indispensable. Qu'elle me soit fidèle à jamais, je connais ses limites. Je mesure la joie et l'angoisse qu'elle m'apporte. L'écriture vous a toujours accompagné, hein, et vous le confessez ici. Oui, tout à fait. De toute manière, c'est sans doute l'écriture qui m'a permis, si vous voulez, de tenir là, le journaliste du matin, du matin d'Alger, a écrit dans son article, c'est grâce aux mots que j'ai tenus. Voilà. Que j'ai tenu. Et donc il a raison sur ce point. Voilà, donc le problème auquel je m'étais confronté, c'est que j'avais peu de contact avec ce que j'appelais mes co-détenus, ceux qui vivaient avec moi. C'est-à-dire que j'avais des contacts, mais j'avais des difficultés de communication du fait que j'étais à la fois dans le village, et quand il y avait des opérations, ou la nuit des embuscades, ou des gardes de nuit, j'y participais tout. Donc ces soldats ne comprenaient pas où je me situais, quoi. Ils étaient intrigués, c'est ça? Ils étaient intrigués, ils se demandaient voilà, si j'étais soldat français ou moudjahidine. Voilà. Donc j'avais une position qui était assez inconfortable, donc je confiais ça à ma plume, en quelque sorte. Mais tous étaient quand même dans un état un peu difficile, hein. Vous dites qu'ils buvaient, hein, qu'ils étaient un peu perdus quand même sur ce piton. Tout à fait, ils étaient même très très perdus, étant donné que les opérations étaient relativement rares. Oui. Donc la plupart du temps, les journées se passaient à traîner dans le poste, derrière les barbelés, monter la garde, chacun avait son chien, donc ils ne faisaient rien. Et donc quand on fait rien et qu'on a la possibilité d'avoir de la bière, on boit un peu. Bien sûr, mais ils étaient ravitaillés quand même, hein, en bière. Ah oui, bien sûr, nos mulets, oui, nous ont... mais les mulets, ils faisaient donc le chemin à partir de Sidaïch ou bien de Taourir. De Taourir. Voilà. Donc il y avait des engins qui ramenaient tout ça jusqu'à Taourir. Jusqu'à Taourir, il y avait les GMC qui pouvaient accéder jusqu'au poste de commandement de la compagnie, où il y avait le capitaine qui commandait la compagnie, puisqu'il y avait 4 sections dans différents villages du Douar. Oui. Donc la compagnie recevait le ravitaillement pour tous les villages. Par contre, après, il fallait monter à dos de mulet tout le ravitaillement, le courrier, les munitions, enfin tout ce dont on avait besoin. Peut-être des fois des vaccins aussi. Le lundi 7 août 61, vous écrivez ceci: une femme se fait piquer par un scorpion, je casse mon unique ampoule de vaccin, l'adjudant-chef refuse de me dépanner. Pas de vaccin pour les femmes de Fell.
Je n'insiste pas, à quoi bon? La chaleur est accablante, je suis épuisé, crevé, le moral à zéro, marre de tout. C'était difficile, hein? Oui, c'était un petit peu difficile parce que, encore une fois, l'armée ne voulait pas que je me serve des médicaments de la section. Donc tout ce que j'avais, je me le faisais envoyer par des laboratoires. Et donc cette femme avait été piquée et par mégarde, eh ben, j'ai cassé ma dernière ampoule. Donc on avait des ampoules dans notre infirmerie au poste et l'adjudant-chef m'a refusé de me dépanner. Voilà. Donc l'adjudant-chef, il avait une position qui était très ambigu parce qu'il avait un petit peu besoin de moi pour rédiger ses rapports. C'était un légionnaire d'origine roumaine qui avait fait l'Indochine. C'était un guerrier, quoi. Oui. Très courageux, mais bon, sans pitié. Voilà. Donc il faisait la guerre. Et donc moi, il me laissait faire en quelque sorte l'école, l'infirmerie, dans la mesure où il pensait que un jour ça pouvait lui servir. Mais, lui être utile, bien sûr. Ouais, par contre, quand il avait besoin de moi pour aller en opération, ou le soir en embuscade, ou pour faire le métier de soldat, donc il me mettait sur la liste et j'étais pas du tout dispensé. Bien sûr. Vous disiez tout à l'heure, des généraux se déplaçaient jusque sur ce piton. Oui, parce qu'on avait une DZ. Hein, ils venaient par hélicoptère? Comment ils venaient? Il y avait une dropping zone, hein, une DZ qui accueillait les hélicoptères. En plus, comme c'était le poste le plus haut du bataillon, en bordure de la forêt de Lac-Fadou, zone rebelle, qui avait abrité Amirouche, enfin c'était, voilà, en plus c'est magnifique comme région, quoi. Bien sûr, c'est une très très belle région, bien sûr. C'est superbe là, hein, voilà. Vous le dites dans le livre, vous êtes frappé par la beauté des lieux dès que vous arrivez, n'est-ce pas? Oui, on dit que tout en venant de Vgaïev, de Bougie. Voilà, on dit que la beauté sauvera le monde, mais c'est vrai, quand on arrive là-haut, on pense à cette phrase de Dostoïevski, là. Ouais. Tout à fait. Et vous, Majid Ashouran, qu'est-ce qu'on vous a raconté sur cette guerre, hein, au village, hein? Dites-moi un peu qu'est-ce qu'on vous a raconté en général, hein? Parce que c'était chaud, hein, quand même. Oui, mais moi, pendant la guerre, j'étais là-bas. Oui, bien sûr, mais après, oui, bien sûr. Voilà, vous pouvez nous dire vos souvenirs, hein, en tant qu'enfant. Bah, mes souvenirs, une fois, il y avait un ratissage au-dessus de notre village. Et ben, Hadjar Mouhend, Hadjar Mouhend Ounas, ils l'ont amené sur un cheval jusqu'à la mosquée, ils l'ont fait descendre comme ça. Ils ont dit qu'il fallait le reconnaître. Si on dit qu'on ne le reconnaît pas, donc ça va aggraver la situation. La situation. Donc c'était un moudjahid, c'est ça? C'était un moudjahid. C'était un moudjahid qui a été tué, c'est ça? Qui a été tué à la forêt. Ouais, dans le maquis, quoi. Dans le maquis, voilà. Et donc il fallait le reconnaître, voilà. Et les gens du village avaient peur de le reconnaître. Alors il y avait un archi oui. qui marchait dans la mosquée, il va de gauche à droite, en disant il faut parler de la vérité, il faut parler de la vérité, il faut le reconnaître cette personne-là, sinon... vous allez avoir encore d'autres problèmes. Voilà, alors donc ils ont tiré un de la même famille des Hadjar, ils ont dit c'est qui c'est celui-là, ils ont dit c'est notre cousin. Voilà, donc ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu, donc ils ont stoppé. Voilà. Alors il suffit que y aller l'enterrer, quoi. Voilà. Voilà. Est-ce que vous souvenez, Monsieur Claude Georges Picard, de cet épisode? Peut-être pas. Non, j'ai pas de souvenir de cet épisode. Non. Mais donc Ashouran al-Majid, il y a eu autre chose aussi, parce qu'il y avait beaucoup de gens d'Imrdassen qui étaient dans le maquis à ce moment-là. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on vous a raconté après la guerre, hein, sur comment, par exemple, ils ont vécu dans les maquis? Ce n'était pas facile pour eux aussi? C'était pas facile, bien sûr. Donc, les gars du village d'Imrdassen, de temps en temps, on allait leur apporter du ravitaillement. Bah oui, il y a les femmes qui ont travaillé aussi pendant cette guerre. Bien sûr. Ils font semblant d'y aller au jardin. Donc, au champ, pour les travaux des champs. Et ramener des galettes, autre chose.
ce qu'on peut leur donner à manger dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, effectivement, parce que déjà pour eux, ce n'était pas facile, Voilà. n'est-ce pas? Et vous, Monsieur Claude Georges Picard, vous décrivez aussi cette situation qui est presque intenable. Vous dites, beaucoup d'habitants d'Imerdesen veulent partir à Sidi Aïch. Ils veulent fuir un peu ces lieux où c'est chaud, quoi, n'est-ce pas? À la fois, ils veulent fuir, et à la fois, certains veulent rester parce qu'ils ont leur mari dans le maquis, dans la forêt. Donc, s'ils s'en vont, bon, ils n'auront plus personne pour les ravitailler. Ben oui, bien sûr. Donc, ils ont envie de fuir pour protéger leurs enfants et à la fois de rester pour continuer à aider leur mari. Donc c'était une situation effectivement, oui, voilà, difficile. Ouais. Mais cette situation, au fait, elle était un peu pour tout le monde. Vous aussi, vous étiez presque comme des prisonniers aussi. C'est ce que vous dites dans le livre. Oui, tout à fait, oui, exactement, puisque le poste était composé de 2 baraquements, d'un mirador, de 2 rangées de barbelés, des chiens de garde, oui, donc on était... moi, c'était celui qui avait le plus de liberté, mais au prix du danger, par contre, puisque mes compagnons, mes copains, mes codétenus, comme je les appelle, pensaient souvent que le matin, en me voyant partir, ils ne me reverraient pas le soir. Voilà. Et ce que je disais tout à l'heure, vous le dites dans votre journal, le vendredi 29 septembre 1961, vous écrivez « Le médecin pied noir de Sidi Aïch, une femme, délivre des certificats médicaux aux gens d'Imerdesen pour faciliter leur départ du village ». Donc il fallait ces certificats pour pouvoir bouger. Oui, mais l'adjudant-chef, qui était un roi sur son python, n'en tenait pas compte. Personne, il n'y avait aucun contrôle là. Hein, donc c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à des abus. La hiérarchie ne venait pas mettre son nez dans nos affaires. Et puis donc on ne peut pas passer tout le livre en revue, hein. En tout cas je le conseille aux gens qui voudraient le lire, hein. C'est aux éditions du Net, je le répète. Par exemple, vous racontez une histoire où un immigré d'Imerdesen arrive, il va se marier et il arrive donc de France, mais il va avoir des problèmes le soir même de sa fête de noces. Oui. Tout à fait, parce qu'on a su que c'était un résistant, un suspect, voilà, il travaille avec les Moudjahidines. Un commissaire politique, voilà. Donc il a été enlevé la nuit, le jour de sa nuit de noces d'ailleurs. Il a été enlevé la nuit par les soldats du poste, on est allé le chercher. Et après, il a été redescendu à Sidi Aïch, bon, ce qu'il est devenu. Vous ne le savez pas peut-être. Oui. Et puis donc, vous parlez d'Henri Alleg, qui a écrit le fameux livre « La question », livre qui a été interdit. Et donc, la torture, elle s'était beaucoup pratiquée durant cette guerre, à votre avis? Ben, on le sait maintenant, hein. Oui, mais à ce moment-là, c'était pas facile d'en parler, c'est ça? Non, le mot était tabou. C'était un mot tabou, on ne pouvait pas le dire. J'ai jamais entendu ce mot, on disait interrogatoire, on disait, voilà, mais le mot torture était tabou. Il était tabou, mais la question, comme l'appelle Henri Alleg, se faisait. Est-ce que ça s'est pratiqué dans l'Akfadou? Vous ne pouvez pas nous le dire? Ah ben, je le dis dans le livre, si, bien sûr, hein, ça s'est pratiqué. Je parle de l'histoire de Majid, bon, dont le frère était le chef des Moudjahidines, donc oui, il a été interrogé, oui, ben, disons le torturé, quoi. Et après, ben, je l'ai soigné. Il y a une lettre dans le livre, hein, exact, qui atteste, voilà, qui me remercie de l'avoir soigné, quoi. Vous avez sauvé beaucoup de vies, hein, grâce à des moyens rudimentaires, hein. Donc vous avez sauvé des enfants, des femmes et des hommes aussi. Oui, sans doute, oui.
sans doute. Est-ce que Majid Ashouran, est-ce qu'on se souvient, les gens qui ont bénéficié de ces moyens de soins, est-ce qu'ils s'en souviennent? Est-ce qu'ils vous en parlaient? Vous Non, savez pas? on n'en parlait pas de ça. Mais par contre, je sais très bien qu'ils soignaient les gens, les enfants qui sont malades. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça on le sait. Je reviens à ce retour en 1975, Monsieur Claude Georges Picard. Vous pouvez nous dire quelques mots à comment s'est fait ce voyage? D'abord, j'ai toujours gardé des contacts avec les gens d'Imar Dassen et tout particulièrement avec Yaouni Slimane, qui me disait alors on t'invite, tout le village t'attend. Donc voilà, je me suis décidé à aller le retrouver. Il avait un poste de direction des eaux au Sahara, donc on est allé le retrouver. On est monté avec lui à Imar Dassen. Et là, vous êtes monté en voiture? On est monté en Parce R16. qu'une piste a été faite. Oui, à l'époque, oui. Aujourd'hui, elle est même goudronnée. Voilà, maintenant il y a une route, oui. Et quelle émotion avez-vous eu à ce moment-là? C'est quand même quelque chose, hein? Ce n'était plus la guerre, n'est-ce pas? Vous pouviez à loisir regarder les lieux, donc les contempler, les apprécier, sans aucune peur, n'est-ce pas? Ah oui, j'étais tout... Mais bon, je le dis dans le, Bien sûr, vous le dites. Livre. Bon, moi j'avais peur la nuit quand j'étais dans le poste et j'avais pas peur la journée dans le village, ce qui était le contraire des soldats avec qui je vivais. Bon, donc ils avaient peur quand ils descendaient dans le village et qui se sentaient rassurés quand ils étaient derrière les barbelés. Moi, c'était plutôt le... Vous, c'était l'inverse. C'était plutôt le contraire, oui. C'était plutôt le contraire parce qu'il y a des postes qui avaient été enlevés par les Moudjahidines, les rebelles, les Felaga, les Fel, enfin il y avait tout un tas de noms. Oui, bien sûr. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'effectif du poste se composait moitié de ce qu'on appelait les FSE, les Français de souche européenne, dont je faisais partie, et les FSNA, Français de souche nord-africaine. Donc ce qui donnait deux communautés à l'intérieur de cette petite communauté de 20 personnes et qui ne communiquaient pas parce qu'en plus ils ne parlaient pas tous le français. Bien sûr, ce n'était pas facile. La nourriture n'était pas la même, on ne mangeait pas à table. Et par contre, on se retrouvait voilà, dans la même situation. Donc ça créait des tensions entre les FSE et les FSNA. Et donc c'était pas très facile. Ce n'était pas facile à gérer, c'était une guerre. Mais en tout cas, vous avez bien fait de raconter tout ça et de le mettre donc à la portée des lecteurs intéressés. C'est toute une mémoire de cette région, c'est toute une mémoire de cette guerre d'Algérie. On arrive malheureusement à la fin de l'émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Monsieur Claude Georges Picard, ou bien un dernier mot. Merci de m'avoir reçu. Et puis encore, merci aussi au professeur Geoffrey qui m'a vraiment poussé, à ma fille et à tous les gens d'Imar Dassen à qui je pense. Merci d'être venu ici à Berbère Télévision. Bonne continuation. Majid aussi, Majid Ashouran. Un dernier mot, Narat Saoud al-Salam, ce que vous voulez. Alors je vous parle juste l'année 75 que je voulais rajouter bien sûr. Chose. C'était la période où j'étais en vacances là-bas. Ah, très bien. Et lui, il était à côté de la mosquée, au milieu du village. Et donc, tout de suite, il y a des jeunes qui sont venus me voir. Majid, il y a Picard qui est arrivé. Il y a Picard, il est venu de France en 75. Ah, en 75, oui. Donc, j'avais 26 ans et j'ai tout de suite couru pour y aller le voir. Vous avez bien fait. Alors, ce bonjour, vous le passez aux habitants d'Imar Dassen ou pas? Alors, je passe bonjour à ma mère qui se trouve à Bougie actuellement. D'accord. Bonjour à toute la commune d'Akfadou. Moi aussi, je salue tous les habitants de la commune d'Akfadou. Je vous dis aussi à vous tous qui nous avez suivis, merci. Je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.